Pour se venger du casino, il faut s'abonner à la newsletter en description poto. Nique le casino, tous les casinos. Hello les soldats de la roulette. C'est bien moi, Roulette Vendetta. Je suis confortablement installé dans ma voiture. Il fait beau aujourd'hui, on est dimanche, donc j'ai décidé de sortir. J'ai amené ma petite thermos de café, donc je vais me servir un petit café tranquillement. Et puis aujourd'hui, on va parler tout simplement de la fameuse méthode d'Eric, dont je vous ai souvent sriné le cerveau sur cette chaîne. Et donc il est temps d'en parler, il est temps d'éclaircir un peu tout ça, parce que tout n'est pas simple. Il y a des choses qui sont sûres, il y a des choses qui sont moins sûres dans cette affaire-là. Donc on va essayer de démêler le vrai du faux, et en tout cas je ne vais pas faire de zone d'ombre quant à ce qui s'est passé réellement. Je vais vous relater les faits, et rien que les faits en fait, hein. Donc bon, il faut que je retrace un petit peu le contexte. Moi, j'étais un joueur de province, et pour des raisons professionnelles, je viens vivre à Paris, et il se trouve que je m'aperçois que j'habite pas très loin du casino d'Enghien-les-Bains, et que je vais y aller, quoi. Donc je commence à aller là-bas, et moi, si vous voulez, j'étais pas prêt, quoi. Déjà, la première chose, c'est que j'étais pas déjà un bon joueur en province. Alors, arrivé dans cette maison de l'enfer qui est le casino d'Enghien, il y a une énergie particulière, il y a une ambiance particulière, et j'étais pas prêt. Donc, tout ça pour dire en fait que j'étais pas bon, mais encore moins bon que d'habitude, encore moins bon de là où je venais, je pense. Parce que là, vraiment, il y avait... déjà, les machines, les RAE, elles ont une mise qui est énorme de départ, c'est-à-dire c'est 2 euros. 2 euros, c'est énorme comme mise de départ. La valeur du pion à Enghien-les-Bains, c'est 2 euros. Donc vous imaginez bien que pour un gars comme moi qui était habitué des machines à 50 centimes et au pire des cas des machines à 1 euro, me retrouver dans un endroit comme ça, survolté, avec une cinquantaine de personnes qui peuvent crier en même temps si ça leur chante, des fois vraiment il y avait une ambiance qui était difficile pour la concentration, hein. De toute façon, c'est sûr que le casino il y gagne, hein, d'avoir un manque de concentration flagrant comme ça, quoi. C'est-à-dire que là où des fois en province, des fois j'étais seul à une table où on était 2 ou 3, là vraiment c'est le bordel. Mais bon, les mois passaient et j'observais de plus en plus ce qui se passait quand même, et je me disais finalement, il y a énormément de styles de jeu. En fait, j'ai commencé de comprendre qu'en fait, il y avait beaucoup de façons de jouer différentes, etc. Mais à chaque fois, j'étais pas très satisfait de ce que je voyais, parce que je voyais bien que soit il y avait des trous, soit que c'était des méthodes, voilà. Donc, pour tout ça, pour vous expliquer que à un moment donné, je suis quand même arrivé à un point où j'étais capable de faire la différence entre des gens qui jouent pas mal, qui ont de l'imagination, qui sont vifs, des gens extraordinaires. Voilà. Donc c'est pour ça que lorsque un jour je me suis retrouvé à côté d'Eric, euh, j'ai été choqué, quoi, directement, quoi. Parce qu'en fait, j'ai vu un mec, déjà, premièrement, qui avait blindé la machine, c'est-à-dire du maximum. Donc, de mémoire, le maximum de la RAE, hein, c'était 2000 balles, 2000 euros. Et c'est rare de voir quelqu'un jouer avec ça de manière calme. C'est-à-dire qu'en général, les gens qui blindent une machine, ils sont pas calmes, ils sont très stressés, parce que ils savent qu'ils sont en train de jouer leur peau. Non, non, lui, il était tout zen, tout cool, et je le voyais déployer des stratégies de placement que j'avais jamais trop vu, en fait. C'était des stratégies. On aurait dit qu'il appliquait un algorithme, on aurait dit qu'il appliquait un logiciel, on aurait dit que lui-même était une machine, si vous voulez, parce que il plaçait ses pions de manière telle que déjà la couverture était intelligente, et ça touchait à chaque fois. Bon, et c'est ça qui est vraiment, enfin, c'est qu'il arrivait toujours à ses fins, et c'est ça qui a vraiment mis la petite cerise sur le gâteau, parce que voir quelqu'un qui sait placer de manière un petit peu originale, comme je vous dis, on peut en trouver. C'est pas difficile. Placer ses pions, on peut le faire de plein de façons différentes. On peut changer son jeu à chaque tour, ou on peut garder. Alors, c'est vrai que lui, ce qui m'avait perturbé d'emblée, en fait, c'est qu'il ne changeait pas son jeu entre chaque tour de roue.
il ne faisait que l'améliorer et augmenter. Et donc, ce qui prouve aussi qu'il a une certaine confiance en lui. Parce que, pardon, en général, quand on a peur, on recommence son jeu, et puis surtout quand on commence à monter haut, quoi. C'est-à-dire que plus on monte haut, plus le danger est grand que la bille tombe dans un trou. Parce que ça, un trou, il y en aura toujours un. On ne pourra jamais l'éviter. Donc, en fait, c'est plusieurs paramètres qui m'ont fait intéresser à lui. C'est sa tranquillité, sa façon de placer les pions qui était relativement et même très intelligente. On voyait que derrière, il y avait quelque chose. En fait, il y avait une idéologie et qu'il faisait un peu ce qu'il voulait. On aurait dit qu'il était même à la fin, en fait, on pourrait presque dire, et ce qui a permis vraiment de me clouer à mon siège, c'est on aurait dit qu'il était capable de prédire ce qui allait sortir presque. Mais alors ça, vous allez me dire, c'est quand même incroyable. Mais après, justement, après avoir connu le bonhomme, finalement, j'ai peut-être ça paraît moins fou quand vous aurez justement tous les éléments que j'ai à vous dire. C'est-à-dire que, voilà, pris comme ça, on se dit, ce mec-là, c'est quoi ce délire? Voilà, on sait pas trop. Et on pourrait même me traiter de menteur, quoi, arriver jusque-là. Mais avec tous les arguments que je vais vous fournir ensuite dans cet audio, vous allez voir qu'il y a des arguments qui montrent que tout ça n'est pas une fumisterie, ça repose sur quelque chose. Et je tiens à dire tout de suite que je le connais bien et que je l'ai vu énormément de fois, ce qui fait que, voilà, Eric, on n'est pas en face de quelqu'un qui a eu de la chance, parce que la chance, elle se répète pas 20 fois de suite, si vous voulez, dans 20 jours différents. Là, je l'ai vu énormément de temps. Moi, si vous voulez, j'ai Enghien-les-Bains, de toute façon, c'est simple. J'ai habité à Paris 2 ans, je crois, je sais plus exactement. Voilà quoi, donc en fait, je l'ai connu peut-être au bout de 6 mois que j'étais là. Donc voilà, pendant 1 an et demi, je l'ai côtoyé, Eric, à peu près. Et j'étais triste de devoir quitter Paris parce que justement, c'était un peu mon seul ami, presque, on va dire. Mais revenons à nos moutons. Donc revenons, voilà. Donc évidemment, j'ai été choqué, tout ça, et c'est ce qui fait que j'ai commencé d'entamer la discussion avec lui et que vous allez vous demander, mais alors pourquoi, vous allez me demander comme question, mais alors pourquoi c'était pas une star et que, vu qu'il est extraordinaire, tout le monde n'allait pas s'agglutiner vers lui, etc. Bah, ça tient à un facteur qui est assez simple, en fait. C'est qu'il y a beaucoup de monde, que lui, il est relativement discret, et que moi, j'ai eu la chance de m'asseoir à côté de lui, et en plus d'avoir un regard tout à fait spécial, c'est que moi, venant de province, j'étais déjà dans un état de choc. J'étais déjà dans un état de choc parce que arriver à Paris et voir toutes ces techniques différentes de gens qui, en fait, je voyais des Asiatiques jouer, de toutes sortes de personnes avec des gens qui notaient. Enfin bref, j'ai pris une claque, ne serait-ce que comment dire, le contraste était déjà assez saisissant avec ce que je pouvais voir en province, parce qu'en province, ce que j'avais vu, c'était très peu de choses en vérité. Voilà, j'avais vu très peu de technologies différentes. J'avais vu en tout et pour tout un seul gars à cette époque-là. J'avais vu un seul gars. Bah en fait, en plus lui, c'est un rigolo, c'est qu'il joue que les rouges. Il joue que certains numéros. Il joue que ça. Et c'est le seul gars qui m'avait un petit peu choqué en province, mais il gagnait pas à chaque fois. Et des fois, il était obligé de s'énerver parce que ça montait en tension, quoi. C'était quelqu'un qui avait touché du doigt quelque chose, mais qui était encore pas parfait et qui savait s'amuser un peu, mais c'était pas non plus un professionnel. Mais déjà, il était choquant, ce gars-là de province, qui jouait que certains numéros rouges. Mais bon, bref, j'avais connu que ça, quoi. Et après, le reste, c'est des gens normaux qui vont faire des choses normales, quoi, qui n'ont pas spécifiquement une agressivité. Parce qu'en fait, le mec là qui jouait que les rouges, il augmentait. Mais tant que ça tombait pas, quoi. En fait, il augmentait sur ces rouges-là, et en général, c'était des rouges qui étaient à droite du plateau, plus 1 ou 2 rouges du bas de plateau, mais il mettait des 50 balles, il rajoutait 50 balles, 50 balles, 50 balles dans le truc, jusqu'à ce que ça tombe, en fait. Alors évidemment, ça tombe assez souvent, mais malheureusement, il y a des jours où ça tombe pas. Donc souvent, il faisait des 1500 balles comme ça, mais des fois, il perdait 1500 balles. Donc j'ai envie de dire, souvent, il devait se retrouver finalement à une espèce d'équilibre, hein, parce que c'est justement l'équilibre mathématique assez bien connu de la roulette. C'est pour ça que la roulette, c'est traître. C'est que vous pouvez voir quelqu'un gagner 1000 balles en vous impressionnant, mais si même il le fera 4-5 fois de suite, ça veut rien dire. Si jamais vous partez en vacances et que pendant ce temps-là, il fait le chemin inverse, il repère tout de la même manière, vous avez rien vu. Non, c'est vraiment dur de trouver des gens solides à la roulette, et c'est pour ça qu'Eric, pour moi, c'est Monsieur Eric, quoi. Parce que là vraiment, lui, il a compris des choses, quoi. Donc
Et ouais, et je l'ai vraiment côtoyé assez longtemps pour justement qu'il ne tombe pas dans la catégorie de ce joueur que j'avais vu en province, qui fait des bonnes choses, mais voilà, faire des bonnes choses, à la roulette, c'est pas suffisant encore, voilà. La roulette, c'est tellement un truc de dingo que ça suffit pas d'être bon. Voilà, sinon, les casinos auraient déjà fait faillite. Non, non, il faut avoir compris des choses et avoir peut-être, des savoirs ou même des capacités, je sais pas, qui sont extraordinaires. Parce que moi, je ne sais pas tout d'Éric, hein. Je vais vous en dire ce que j'en sais, mais il n'a pas livré tous les secrets, le bougrin, parce qu'évidemment, je pense qu'il allait pas tout m'expliquer de A à Z, de peur certainement que, voilà, je puisse révéler ses secrets. Donc, comme en fait, il ne faisait que, comment dire? Apporter des éléments de réponse à ce que je pouvais voir déjà, sans que ça ne nuise au secret intrinsèque de sa méthode. Mais j'en ai quand même compris assez de choses pour en parler et m'en inspirer d'ailleurs et pouvoir, parce que en fait, vous allez voir que c'est une longue histoire cette histoire-là. Parce qu'après j'ai construit des logiciels en essayant de voilà, j'ai fait des choses après pour essayer de comprendre ce qu'avait fait Eric et tout, ça m'a voilà, c'est rigolo. Tout ce que je vais vous expliquer, c'est rigolo. Enfin bref, donc moi, voilà, Eric, voilà, je commence à parler avec lui et donc je l'ai un peu flatté, j'ai un peu questionné et cetera et donc petit à petit, à force qu'on se voit et il voyait que moi j'étais il m'a dit: «Bon, moi je te parle à toi», il m'a dit: «Parce que toi tu es humble». Voilà, il m'a dit: «Toi tu te dis pas: "Je sais tout faire" et cetera». Est-ce qu'on retrouve quelque chose d'assez prépondérant et de généralement, vu dans les casinos, c'est que les gens pensent, avoir la science infuse et voilà voilà donc non, si vous voulez aller parler à un mec comme Eric, n'allez pas tout de suite aller vers lui d'un ton hautain: «Ouais, mais moi je» non, il y a pas de: «Eh mais moi». Déjà le mec, il a pas besoin de vous déjà, en fait. Et déjà le mec, quand tu le vois jouer, tu vois bien que c'est lui qui va t'en apprendre. Donc si tu t'approches de quelqu'un et tu espères en apprendre des choses, bah, la meilleure des choses à faire, c'est d'être humble et voilà, de pas l'emmerder, quoi. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire et c'est comme ça que j'ai réussi petit à petit à, comment dire? À tisser un lien quand même et puis à essayer de comprendre parce qu'au départ pour moi c'était du chinois tout ça. Bah, déjà pour un mec comme moi qui avait zéro technique parce que à ce moment précis où je rencontre Eric, heu, j'ai déjà connu quelqu'un d'impressionnant sur Anguin, qui m'avait déjà fait monter un petit peu en compétence. Donc c'est le papy. Le papy, c'est quelqu'un, alors lui, qui joue que rouge-noir et il arrive à monter d'étape en étape, si on a envie de dire, hein, il fait grossir une boule de neige à l'aide du rouge et du noir. Ce qui est tout à fait honorable, mais alors qui est très long, qui est très fastidieux et qui comporte aussi ses mauvaises séries qui peuvent donner des mauvais jours. Donc c'est encore pas d'un niveau comme Eric, mais c'est très très intéressant ce qu'il faisait parce que vraiment il avait une connaissance très poussée des séries, etc. Mais aujourd'hui c'est pas le but de parler papy. À la rigueur, je pourrais faire une autre fois une audio sur ça, mais là pour l'instant aujourd'hui on va se focaliser sur vraiment celui qui a bouleversé mon existence. On va dire mon existence, il a eu un impact considérable sur moi cet Eric. Donc c'est pour ça que voilà aujourd'hui je pense qu'il est temps qu'on en parle parce que ça crée un petit peu la structure de joueur que je suis aujourd'hui et avec toutes les croyances qui en découlent. Donc voilà. Alors, donc comme je vous disais, j'ai commencé, voilà, en fait, il arrivait dans une période où je commençais à me questionner sur moi-même en disant: «Mais en fait, tu nul, quoi. En fait, toutes les croyances que tu croyais avoir, c'est de la merde et en vérité, pour gagner, il faut plus que, faire des petits plans Excel chez soi». Non, c'est pas simple parce que bon, moi, voilà, évidemment, arrivé à ce stade, j'avais fait des petits plans chez moi Excel avec des scénarios, des machins, j'avais regardé sur internet comme tout le monde quelles étaient les martingales, les bidules, voilà, comment on appelle ça? Comment ils appellent ça? Les montantes, les descendantes et tout ce que tu vois. Bref, toutes ces choses-là, évidemment, tout ce que vous allez trouver sur internet, c'est des choses qui marchent seulement un temps. Donc, quelque chose qui marche seulement un temps, à la roulette, c'est pas suffisant. Et ça, pour le comprendre, il faut avoir beaucoup joué, évidemment. Parce qu'évidemment, voilà, évidemment, il y a des choses qui marchent. Par exemple, d'Alembert, ça marche bien, mais bon, pas pour en faire un métier, si vous voulez. Et c'est pour ça que Eric se détache du lot. C'est que lui, vraiment, et je pense que le fait qu'on soit à une roulette télé anglaise électronique pourrait expliquer la raison de sa réussite. Et d'ailleurs, il me l'a dit lui-même. Alors, ça, je peux pas. En fait, ça fait partie des choses que je peux pas vérifier. Donc, on va en parler. Mais si vous voulez, il y a des choses que pour moi, j'ai validées visuellement. Puis après, il y a ce que lui a pu me dire. Et il n'est pas exclu, je vous le dis honnêtement, qu'il mente. Parce que n'importe quel humain peut mentir sur Terre. Donc, moi, je ne vais pas vous raconter de bêtises non plus en vous faisant croire que lui était quelqu'un de blanc-blanc.
certainement qu'il avait ses zones d'ombre et certainement qu'il était dans la capacité de mentir. Mais on va essayer en fait, si vous voulez, justement, il y a une part de mystère en Eric. Il emmènera avec lui une part de mystère parce que lui il m'a dit des choses qui me paraissent, pour certaines, un peu bizarres. Mais on va en parler. Donc là, pour l'instant, à force de traîner avec lui, j'ai envie de dire, finalement, il a fini par m'expliquer un petit peu les points importants de sa stratégie. Les points importants de sa stratégie, déjà on va en parler, c'est qu'il a une attitude, une façon d'être, un protocole, un process. C'est-à-dire qu'il fait tout le temps la même chose. Et il ne s'en écarte pas. Son process, c'est quoi? C'est qu'il arrive devant la RAE et il commence à mettre de l'argent. Après avoir observé ce qui sortait après avoir fait une idéologie de ce qui va peut-être tomber, il commence à jouer. Et lui, il lui faut pas plus de 5 minutes pour se faire une idée, en fait. Et en fait, en 4 coups, soit il a touché, soit il n'a pas touché. Mais quel que soit le résultat de ce qui se passe, il fait une pause. En fait, c'est-à-dire que quand il dit... Attention, il n'a pas perdu au bout des 4 fois. Parce qu'en fait, son système de jeu est quand même assez sécurisé, ce qui fait qu'au bout de 4 fois, soit il a pris un petit bénéfice. Lui, ce qu'il vise au bout des 4 fois, de ces 4 grands coups de jeu qu'il fait, c'est un bénéfice d'environ 200 €. Ça peut paraître beaucoup pour quelqu'un à 200 €. Mais rappelez-vous qu'on est dans une machine à 2 € la mise. Donc faire un gain de 200 € sur une machine comme ça, c'est pas foufou. Sur une machine à 50 centimes, ce serait assez énorme, effectivement. Mais bon, voilà, sur une machine à 2 €, faire un bénéfice de 200 balles au bout de 4 coups, c'est pas complètement... c'est pas le truc le plus fou qui m'a mis par terre. C'est déjà que... En fait, déjà, il est très calme, mais il m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit, voilà, je fais une pause parce que j'ai besoin de réinitialiser mon cerveau. Il m'a dit, voilà, mon cerveau, c'est une mémoire de travail. Quand je quitte la table au bout des 4 coups, et que la plupart du temps, en plus, il va retirer, donc ça lui fait une petite marche, ça lui fait une petite activité, il va à la caisse, il retire. Et donc, ça lui fait... Ou bien il va fumer une cigarette. Voilà, c'est son protocole. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, il réinitialise son cerveau, et c'est tout à fait bénéfique de revenir le cerveau tout à fait reset pour retenter les 4 prochains coups, en fait. Pour vraiment pas s'en mêler les pinceaux, tout ça, parce que c'est quand même des numéros, la roulette, et évidemment, tout simplement que on peut s'en mêler entre les numéros, tout simplement, on est des humains, la fatigue et tout ça, le bruit. Donc, il avait inventé ce protocole déjà, c'était très intelligent de sa part, déjà. Voilà, on peut dire que c'est pas le neuneu moyen. Déjà, d'avoir inventé ça, c'est pas mal. Alors après, c'est pas suffisant pour comprendre le loustic, c'est-à-dire que déjà, il venait toujours avec sa feuille de papier, c'est-à-dire qu'il avait imprimé une feuille en A4 avec tout le voisinage, pour chaque numéro, les voisins de gauche et de droite. Et il m'a dit, c'est une aide-mémoire, parce que je les ai appris par cœur. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui détonne avec ce qu'on peut voir dans un casino. Dans un casino, les gens, en général, ils apprennent pas les voisins comme ça, parce que ça fait quand même beaucoup de combinaisons. C'est simple à comprendre. Il y a 36 numéros. Il y en a même, il y en a 37 même. Avec le 0, on va dire, il y a 37 numéros avec le 0. Et ne serait-ce que si vous prenez les 4 voisins de gauche du 0, les 4 voisins de droite, ça fait 4 et 4, 8, plus le numéro lui-même, ça fait 9. Donc, vous voyez bien que si vous avez 9 numéros à apprendre multipliés par les 37 numéros, ça vous fait plus de 300 numéros, 300 combinaisons à apprendre par cœur. Voilà, donc c'est pas du pipeau d'apprendre ça, et je pense qu'il a mis du temps. Mais lui, c'est un malin, parce que j'ai un peu discuté avec lui, j'ai un peu dialogué avec lui, et il m'a dit que lui, c'était un ancien joueur de poker. Et il m'a dit, le poker, c'était très dur, etc. Et que quand il a découvert la roulette, il a compris qu'il y avait mieux à faire qu'au poker.
Et donc, je pense que c'est ça qui fait que... Et elle m'a dit, moi, quand j'ai décidé d'attaquer la roulette, j'ai fait en sorte de vraiment mettre toutes les chances de mon côté. J'ai fait ce qu'il fallait. Voilà, tel dans l'optique d'un professionnel en fait. Un professionnel, s'il change de métier, il change de jeu, qu'il s'attaque à un nouveau jeu, bah, il est tout à fait normal qu'il commence déjà par prendre de fond en comble le jeu en question et ne pas se contenter de ce que font la plupart des gens. C'est un peu comme si demain vous voulez jouer au poker, bah, vous n'allez pas y aller comme ça, et bah, vous allez devoir apprendre les combinaisons, les machins, les probas, et tout ça. Et à la roulette, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de trucs à apprendre par cœur. Peut-être quelques chiffres comme combien fait un 6-1 en termes de gains, etc. Donc il y a des petites choses à savoir, mais c'est pas énorme. Mais lui, vraiment, il a compris que le nerf de la guerre à la roulette, c'était le voisinage. Et il m'a expliqué pourquoi. C'est qu'à l'aide de ça, il est capable de faire des croisements. Voilà le cœur de son jeu, en fait. Il est capable, en voyant des numéros comme ça qui se suivent dans l'historique affiché, il est capable de faire des regroupements en disant un tel est pas loin d'un tel au niveau du secteur. Et donc, c'est là que ça devient intéressant. Et donc, il y a de fortes chances que tel numéro qui est au cœur de ces croisements a plus de chances de tomber, forcément, dans les coups qui vont venir. Et même, on va dire, des secteurs. En fait, si vous voulez dire, en fait, en faisant ça, on est capable de dire quel secteur est plus chaud qu'un autre. Et ça s'appelle simplement les lois de... c'est les théories du hasard. C'est que si demain... tiens, prenons en ce moment un sujet qui est assez, assez d'actualité, hein, c'est la Coupe du Monde. Là, j'ai remarqué une nouveauté dans cette Coupe du Monde qui n'apparaissait pas dans les Coupes du Monde précédentes. C'est que quand il y avait un penalty, il montrait tout d'un coup toutes les statistiques de tir et il montrait des points dans la cage où ça avait tiré et avec réussite ou non, avec une certaine couleur pour dire les points là, c'est des pénaltys ratés. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de nuage de points affiché dans un but virtuel, dans une cage virtuelle, pour dire c'est plus là, dans la lucarne, ou plus en bas à droite qu'il y a eu des tirs et tout ça. Donc ça, vous voyez bien que même en termes de pénalty, normalement, les gens devraient il devrait y avoir une égalité, c'est-à-dire en fait, si vous prenez 1000 pénaltys, ils devraient pas toujours être tirés dans les mêmes endroits. Si on remarque qu'il y a des endroits qui sont plus tirés que les autres. C'est un peu ça à la roulette. C'est que normalement, à la roulette, il ne devrait pas avoir de favoritisme entre les endroits où tombe la boule. La boule devrait tomber égalitairement au bout d'une heure. La boule aurait dû tomber à peu près partout autour d'un cercle. Non, c'est pas comme ça les gens. Et tous ceux qui essayent de vous faire croire que la roulette c'est un jeu qui n'a pas de possibilité on peut pas prédire l'avenir. Ça, c'est le grand truc des détracteurs de la roulette. Hein. Le grand truc des détracteurs de la roulette, c'est de vous dire on peut pas prédire l'avenir. Ça, je suis d'accord. Ça, on peut pas prédire l'avenir. Sauf que là, on ne parle pas de prédire l'avenir. On parle d'observer le passé. On parle d'observer les résultats et d'en tirer des conclusions sur les probabilités futures. Donc, c'est pas prévoir l'avenir. C'est dire il y a de fortes chances, donc ça veut dire que c'est pas une certitude, ça on est d'accord. Quand on dit je tire des conclusions du passé pour dire le futur a telle probabilité d'arriver, un peu comme quand ils affichent cette cage de but en montrant, voilà, et toi t'es là dans ton canapé, tu dis ah ouais, il y a eu plus de tirs gagnants de ce côté-là, donc forcément, si on veut que le tireur gagne, il faudrait mieux qu'il tire là-bas. Mbappé, s'il te plaît, tire dans le bon endroit. Messi, s'il te plaît, tire dans le mauvais endroit, parce que les statistiques montrent que les gens qui tirent là-bas, ça va pas. Donc ça s'appelle de la projection. Mais la projection peut se tromper, et Mbappé peut très bien tirer dans un endroit qui d'habitude ne réussit pas dans la Coupe du Monde, et là ça passe. Donc vous voyez qu'on est d'accord, on peut pas prévoir l'avenir, mais quand même on peut faire une projection qui n'est pas possible dans beaucoup de jeux, parce qu'il n'y a pas cette histoire de géographie spatiale circulaire que possède la roulette, et qui permet de granulariser les résultats et de tirer facilement des conclusions qui seraient plus difficiles de tirer en faisant des croisements entre pairs et impairs. C'est très difficile de faire des croisements entre pairs et impairs
etc. Enfin, ça peut arriver, il y en a. Je vous ai déjà parlé de ce genre de technologie, enfin de méthodologie, c'est possible. Mais regardez comme quoi un cercle, c'est beaucoup plus facile de voir quand il y a une tendance qui montre qu'il y a un endroit de la roulette qui peut, et justement cet endroit de la roulette, il peut être représenté par n'importe quel type de chiffre en vérité. Ça peut être dessus des impairs, des paires. En fait cette notion-là disparaît et c'est ça qui est marrant. Et donc ça peut, en fait, le cercle géographique permet d'unifier des choses qui n'ont pas de rapport forcément. Et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est-à-dire qu'on est capable, alors que quand on est dans un jeu de cartes, les jeux de cartes, elles ne tombent pas à un endroit d'un cercle. Où, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas cette possibilité de... Et c'est pour ça que la roulette a un énorme succès, c'est qu'il y a une possibilité. Mais en plus, en fait, ce qui fait le gros succès de la roulette, c'est qu'elle est injuste en fait. C'est comme le foot. La roulette, c'est très injuste parce que même si tout laisse à penser que tel événement va arriver, eh ben, ça peut que ça n'arrive pas et que tout le monde soit dans le baba. Et c'est ça, la roulette laisse l'espoir de comprendre ce qu'elle peut avoir comme résultat futur, tout en ayant l'injustice de vous dire bah non, finalement, effectivement, tout laissait à penser que c'est ça qui allait arriver. Par exemple, le 0 ne sort pas depuis 2 heures de temps, tu te dis putain, il va arriver. Bah non, ça se trouve, il sortira que le lendemain. Et tout le monde qui était là en train de jouer comme des malades sur le 0 est en train de payer les futures vacances du directeur du casino. Donc, on est d'accord sur tout ça. Mais quelqu'un qui est capable, qui aurait la capacité de visualiser ce que justement il est difficile de visualiser à une roulette, parce qu'elle n'offre pas cet outil-là, tout simplement. C'est-à-dire que la RAE n'offre pas cet outil de visualisation de secteurs chauds. Elle vous montre des statistiques cylindriques autour du cylindre, mais qui sont trop larges. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce qui se passe actuellement, c'est la météo actuelle de la roulette dont on a besoin. C'est pas la météo sur une heure, une demi-heure, sur 500 coups et que sais-je. Non, ce qu'il nous faut, c'est quelque chose de très fin. Et la seule manière de faire, c'est soit d'avoir un logiciel, mais bon, voilà, ou bien d'une manière un peu plus indolore pour ne pas se faire capter. Le meilleur, c'est d'avoir dans sa tête la capacité de faire ce regroupement-là. Et si l'autre fois, j'avais eu un commentaire sur ma chaîne d'une personne qui était énervée, qui m'a insulté et qui m'a dit mais ça sert à rien. Il a dit comme ça. Ça ne sert à rien d'apprendre le cylindre. Et bien là, je vais expliquer que si, c'est utile. Et la preuve, et c'est Eric qui en a apporté la preuve, c'est que en faisant cet apprentissage, après, vous avez la capacité de justement voir qu'il y a quelque chose qui cloche alors que quelqu'un de lambda ne le verra pas. Quelqu'un de lambda va pas voir forcément avec une suite de chiffres qu'il y a un croisement de secteurs plus ou moins large, parce qu'en fait le croisement de secteurs peut être plus ou moins large. Par exemple, si il y a une boule qui tombe à 4 pions, à 4 positions d'une autre sur le cylindre, on peut considérer que c'est intéressant. Et si ça tombe souvent à ces endroits-là, j'aurais tendance à penser qu'à un moment donné, ça va tomber sur un des chiffres qui est entre les deux là, par exemple. Enfin bref, et je pense que lui, il a associé cette connaissance des secteurs à de l'observation, tout simplement. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'apprendre par cœur ces secteurs-là, mais après, en l'observant longuement, vous pouvez vous dire qu'en général, que quand il se passe ci, quand il se passe ça, voilà, et donc commencer à créer une stratégie géographique du cylindre en fonction de sa météo. C'est géographico-météorologique. La météo, c'est quoi? C'est quels sont les secteurs actuellement qui sont touchés. Parce que comme je vous ai dit, c'est injuste. Sur 1 heure de temps, il n'y a pas une égalité parfaite entre tous les secteurs qui sont touchés. Il y a des secteurs qui sont préférentiellement touchés par le hasard. Et ce qui est fort, c'est que lui, ça lui permettait de focaliser son attention sur certains résultats. Ce que justement ne peut pas faire la plupart des gens. La plupart des gens couvrent large parce qu'ils n'ont pas une connaissance assez précise. Et donc, du coup, comme moi, par exemple, comme je faisais à une époque, ou comme des fois ça m'arrive de le faire, c'est que, manquant de précision, je couvre. Je vois ce secteur, le secteur du 0 est large. Oui, mais secteur du 0, ça peut être vaste.
Est-ce que vous prenez les 6 numéros autour du 0 ou pas? Donc c'est difficile, quand un secteur est chaud, c'est pas facile. Mais si vous avez une technologie, une méthodologie qui vous permet d'affiner à l'intérieur de ça ce qui se passe, mais c'est tout bénef. Et c'est ce qu'avait Eric. Eric savait pertinemment que, au vu des résultats, il y aurait telle probabilité que soit ça, ça sort. Et lui, ce qui le faisait gagner, c'est que parmi ces quelques prédictions, il y en avait une qui tombait. Parce que, évidemment, lui, il visait 1 ou 2 secteurs. Ou peut-être 3, parfois. Et donc, forcément, au milieu de ces 3 prédictions de 3 secteurs, il y en a une qui tombait. Au bout de 4 coups. Et c'est ça que je vous disais, c'est que lui, il était dans la précision. C'est-à-dire qu'il était dans une météo tellement actuelle que lui, ce qu'il arrivait à projeter, c'est les 4 prochains coups. Voire peut-être 5. Alors quand je vous dis 4, peut-être que s'il sentait qu'il fallait un 5e, peut-être qu'il l'aurait fait. Mais honnêtement, c'était pas du genre à camper. Voilà, il n'était pas du genre à camper. Il faisait son truc, hop, il repartait. Mais de toute façon, je le voyais tout le temps faire ça. Donc au bout d'un moment, même moi, j'étais saoulé, quoi. Je le voyais. Je savais très bien que quand il partait, il encaissait. Et lui, voilà, il avait mis 1500 balles dans la machine, il repartait avec 1700. Il mettait 2000, il repartait avec 2003. À chaque fois, c'était pas impressionnant, mais à la fin de la journée, il l'avait fait 5 ou 6 fois. Voilà pourquoi il a révolutionné ma vision des choses. Mais là où ça se complique dans tout ça, là où on va commencer d'aller toucher des sujets un peu sensibles, c'est que lui m'a dit, écoute, la roulette anglaise électronique, elle est truquée. Et à l'époque, je le croyais moyennement. Et puis, entre-temps, vous l'avez vu, dans une de mes dernières vidéos, on a parlé, c'était la dernière, je crois, c'est qu'il y a un internaute qui a filmé l'aimant en action. Donc ça, on en a parlé dans ma dernière vidéo, ce qui viendrait à appuyer les dires d'Eric là-dessus. Mais là où je le suivais encore moins, c'est qu'il me disait que la roulette traditionnelle était cheatée. Alors après, il me dit, voilà, même la roulette traditionnelle est aimantée. Alors là, franchement, là, c'est un autre débat. Je pense que là, il affabule un peu. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Mais là, effectivement, ça s'est vérifié en vidéo. On a vu l'action de l'aimant. Ça pouvait pas être l'opération du Saint-Esprit. Il y avait bien un aimant. Alors, à quoi sert-il exactement? Haha. Mais on en a parlé. On a évoqué des tonnes d'hypothèses. Mais en tout cas, ça rejoint tout à fait l'hypothèse d'Eric. C'est que selon Eric, il y a un détecteur de masse. C'est-à-dire que le jeu est capable de voir l'endroit du cylindre le plus perdant pour le casino. Et ça, électroniquement, c'est faisable. Voilà, moi je suis informaticien, donc je peux vous dire que j'ai rien détecté de fragile dans cette idéologie, dans ce concept. Pour moi, qui est informaticien, il est tout à fait possible qu'il y ait un détecteur de masse et que, en fonction de cela, les résultats soient truqués. Mais attention, quand on dit trucage, ce n'est pas une arnaque. Oui, c'est un trucage, mais ce n'est pas une arnaque. L'arnaque, ce serait qu'il y aurait une défaveur envers les joueurs vis-à-vis des chiffres d'une roulette normale. Non, ce trucage-là, les gens, ne l'oubliez pas, il vise à ce que cette roulette électronique, en termes de profit pour le casino, respecte le profit qu'on a à une roulette normale. Une roulette normale, on attend tant de profit pour un casino. Paf, c'est 2%, je sais plus quoi, bref. Donc, il faut absolument que cette machine, qui n'est pas faite du même moule qu'une machine traditionnelle, qui n'est pas actionnée par un gars en cravate, il faut que cette machine copie la réalité. Donc, il est normal à ce moment-là qu'il y ait quand même un système pour pouvoir justement empêcher, ne serait-ce que des joueurs se mettent ensemble. Si des joueurs se mettaient ensemble, ils pourraient ainsi s'organiser à se mettre intelligemment autour de la roulette pour favoriser un endroit. Et ça voudrait dire que si vous êtes 10 personnes, vous arrivez en gain et en fait vous mettez... donc la roulette, il faut qu'elle soit maligne pour se défaire de ce genre d'attitude qui ne peut pas être fait dans une table traditionnelle. Dans une table traditionnelle, déjà, il y a un nombre de joueurs qui est assez restreint par table. Ça peut monter peut-être jusqu'à 5, je crois, je sais plus exactement, ou 6. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais une roulette anglaise, une RAE, c'est complètement différent. Là, en l'occurrence, je crois qu'il y avait 50 postes. Donc,
si tu as 10 gugus, 20 gugus qui s'entendent pour faire quelque chose, c'est pas la même chose. Donc je pense qu'il y a des systèmes de protection contre ça. Il y a le fait que l'écran électronique, il y a le bouton remise. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est que ce qui différencie de manière sabresque, gargantuesque, immense, de manière immense, ce qui sépare de manière immense la roulette traditionnelle et la RAE, c'est le bouton de remise des pions de la partie précédente. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer votre programme. Et ça, c'est d'un niveau jamais atteint avec... c'est une chose inatteignable, même si on le voulait très fort, à la roulette tradi. Parce que la roulette tradi, c'est soit vous qui remettez les pions... En fait, les pions sont effacés et c'est à vous de les remettre entre chaque partie, ou bien le croupier le fait pour vous si vous êtes trop loin. Voilà. Donc, c'est manuel. La remise des pions est manuelle, avec tout ce que ça engendre de fatigue, de risque de se tromper, et aussi d'avoir une besoin de mémorisation. Si vous avez une couverture spéciale, il faut la mémoriser, etc. C'est pas à la portée de tout le monde. Là, Madame Michu, 90 ans, peut mémoriser son jeu dans la RAE. Alors là, voilà, ça fait un avantage énorme pour la personne qui joue. Il faut bien qu'à un moment donné, cette agilité accrue qu'on offre aux joueurs, qui n'est pas là, le casino n'est pas là pour faire dans la charité, il n'est pas là pour aider le joueur, il est là, faut se rappeler qu'il est quand même là pour faire tourner un business qui est très imposé par l'État. Donc ça veut dire qu'une fois que les impôts sont passés, le casino, il prend les miettes en fait. Donc faut pas croire que les casinotiers font énormément d'argent, tout ça à cause des impôts, car les impôts sont plus élevés pour les casinotiers, il y a une loi spéciale pour eux. Donc ce ne sont pas des simples entrepreneurs normaux avec un coût de revient normal. Non, ils ont des impôts, je crois, qui montent jusqu'à 70%, je crois. Hein. Donc ça veut dire qu'ils ont intérêt de faire de pas rigoler. C'est pas des rigolos. Et ce qu'il m'expliquait, Eric, il m'a même dit une chose qui était assez marquante, si vous voulez, parce qu'il a même donné du contexte à ce qu'il disait. Il me dit, moi, j'habite à La Baule. Il y a un casino là-bas, il y a le même genre de casino, barrière. Il y a un casino barrière là-bas, mais il m'a dit, il n'y a pas assez de monde autour pour que je puisse faire ma technique. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans la technicité de la technique d'Eric. C'est qu'il expliquait que moi, je prends plus faiblement que la masse. Donc ça veut dire que... et donc la roulette ne va pas m'attaquer, moi. Et ça a du sens, ce qu'il dit. Imaginez que voilà, vous êtes assis à la roulette, vous avez une technique qui vous permet d'être bon, mais vous êtes trop gourmand. Vous mettez là où lui, il visait, là où lui visait un profit de 200 balles, imaginez qu'il visait comme ça dans un coup un profit de 1000 balles. Et ben là, c'est pas la même chose. Là, du coup, il devient la masse critique, en fait. C'est-à-dire que le conseil que je peux donner à tous les joueurs de roulette anglaise électronique, c'est ne devenez pas la masse critique. Restez en dessous. Alors c'est difficile quand vous êtes seul à la table, parce que si vous êtes seul à la table ou que vous êtes deux, vous allez rapidement être la masse critique. Mais quand vous êtes dans un casino comme Anguin, c'est une chance. Il y a énormément de joueurs, et donc vous pouvez essayer de vous placer en dessous de la masse critique. Alors c'est pas évident, il faut beaucoup de monde, et donc il faut un certain nombre de personnes. Parce que voilà, donc... moi, je voyais... moi, de toute façon, j'observais. Hein. En fait, ce qui était bien en gain, c'est que ça affichait le bénéfice et la perte de la table à chaque tour. Et donc, souvent, il y a des tours de roue où le bénéfice ou le gain à la roue... le chiffre était des fois jusqu'à 3000, en fait. Hein. Donc, ça veut dire que c'est très facile d'être en dessous de la masse, en général, à Anguin. Voilà, la masse critique, c'est dans les 3000, souvent. Après, évidemment, s'il y a moins de monde, ça va être dans les 1000, et puis après, ça peut être 500. Donc, il faut faire attention. Mais je veux dire que ça paraît logique, ce qu'il dit, en fait. Au vu de toutes les connaissances qu'on a. On a vu l'aimant en action. On a vu on a expliqué que la roulette offrait des avantages tactiles, d'interface graphique que n'a pas la. Donc si on met tous ces éléments ensemble, ouais, ça paraît logique qu'effectivement il y a un détecteur de masse et que même, je pense que c'est même obligatoire pour le casino pour qu'il survive, selon moi. Donc ça veut dire que c'est très logique en fait. C'est très logique que en fait la roulette anglaise électronique, il y a moyen de la ken en fait. Il y a moyen de la ken parce que c'est un système.
Et voilà la grande différence avec la roulette traditionnelle. La roulette traditionnelle n'est pas un système, c'est un jeu. C'est un jeu avec ses règles, avec son hasard, son croupier, son machin. Il n'y a pas justement ce défaussement de la réalité qu'offre le détecteur de masse. Le détecteur de masse, c'est un programme informatique qui vient dénaturer l'aspect naturel du jeu. Ce qui fait que vous, si vous avez compris ça, vous pouvez donc le considérer comme une faille dans le système. Alors que jamais vous trouverez une faille. Ah si, bon, on peut trouver à la roulette tradi une faille, c'est qu'il y en a, ils se sont amusés à filmer la roulette, je crois, et à observer les imperfections géométriques, tout ça, et de s'apercevoir qu'il y a des endroits qui tapaient plus que les autres à cause d'un déséquilibre. Justement, il y a toujours un déséquilibre à la roulette traditionnelle. Mais pour l'observer, tu peux te lever tôt le matin, hein, je te le dis. Hein. Et tu as de grandes chances de te faire choper, parce que les mecs qui avaient fait ça, ils avaient fait ça, je crois, c'était en Espagne, ils s'étaient fait gauler. Parce que ça requiert vraiment de venir souvent, observer, etc. Mais voilà, là, il n'y a pas besoin d'observer quoi que ce soit. Il suffit de ne pas jouer fort, en fait. Si, à partir du moment où tu joues pas trop fort, tu restes en dessous de la masse critique. Alors évidemment, tu peux avoir manque de bol et jouer au même endroit qu'elle. Alors peut-être que lui, il me l'a pas dit, mais peut-être que lui, il observait, parce que justement, ce qui est fort aussi, c'est qu'il y a un affichage de là où jouent les gens. Alors après, est-ce que c'est précis au point de savoir quel endroit de la... Oui, je crois que c'était... Oui, je crois quand même qu'on voit... Faudrait que je revienne, faudrait que j'aille regarder ça, tiens, faudrait que je reparte au casino un de ces quatre, voir... ouais, c'est une bonne question, ça. Comment qu'on peut voir la masse? Est-ce qu'il est possible de voir la masse? Parce que je sais que les casinos barrières, ils ont des machines où tu as un écran géant qui affiche les mises en temps réel, avec, je crois, la masse totale. Mais est-ce qu'on est capable de voir... je crois qu'il y a un affichage des pions avec un relief qui vous montre qu'il y a plusieurs pions sur tel ou tel numéro, mais de là à être capable de dire quel est l'endroit, non, je pense pas que ce soit possible quand même, parce que justement là, ça constituerait une trop grande faille. Non, il suffit d'être un peu malin et de pas jouer fort. Et donc là, vous restez en dessous de la masse. Donc en fait, lui, voilà. Mais par contre, pour pouvoir rester en dessous de la masse, il faut qu'il y ait beaucoup de joueurs. Et donc, lui, il théorisait le fait que je ne peux pas jouer à la boule où j'habite et je venais jouer ici. Et d'ailleurs, il me montrait les cadeaux qu'il avait à l'hôtel. Il était logé à l'hôtel du casino et il me montrait les petits cadeaux que lui offrait l'hôtel et tout ça. Donc déjà, il était capable de... Vous pourriez me dire, ce gars-là, c'est un riche qui fait les malins. C'est peut-être possible. Mais en tout cas, il allait bien vivre à l'hôtel qui était à côté du casino. Et il avait son petit rituel, il jouait un peu le matin, il faisait sa petite sieste l'après-midi, et il revenait l'après-midi, et il faisait ça, et c'est vraiment un boulot pour lui. Il me dit, moi j'ai des gosses à nourrir, quoi. Donc ouais, le mec, il plaisantait pas, Eric, hein, je veux dire, voilà, il avait son petit stratagème. Et moi qui n'ai pas pu rester à Paris, c'est dommage, j'ai pas pu aller à vérifier ça, j'ai été obligé d'aller de voir en province, mais en province aussi, j'en parlerai de ce qui m'arrive en province. J'ai vu des choses aussi qui tendraient à montrer qu'on peut gagner aussi s'il n'y a pas beaucoup de masse. Ce qui est vraiment... voilà, j'en parlerai un autre jour dans une autre vidéo, parce que évidemment là, c'est assez incroyable. Mais je connais un joueur, en fait je connais plusieurs bons joueurs de province qui jouent même quand il n'y a personne. Et là justement, ça viendrait... Alors, j'ai peut-être une explication à ça aussi. Hein. Je pense que la masse est plus le détecteur de masse est plus à la main, plus lourde à Paris, parce qu'il y a tellement de joueurs que là, du coup, il est obligé de sévir en temps réel, parce qu'il y a une grosse masse de joueurs. Là où le détecteur de masse est plus doux en province et vous permet quand même de faire des choses intéressantes. Pourquoi ? Parce que là, comme le volume d'argent est beaucoup plus faible, forcément, l'action de la masse, le détecteur de masse va agir de beaucoup plus faiblement également. Il est à l'image des sommes engagées. Comme à Enghien, il y a énormément de sommes qui sont engagées en jeu, forcément que ça n'a pas du tout la même allure que quand il y a un pèlerin qui joue 50 balles tout seul. Voilà. Donc je pense que sur plusieurs jours, on peut s'apercevoir de la masse. Et d'ailleurs, je m'en suis aperçu. J'ai bien senti que sur un nombre de jours étalés en province, on avait cet effet des fois de se sentir attaqué par la machine. Carrément, quoi. Et c'est ça qu'on peut ressentir, à mon avis, quand on est attaqué par la masse. Quand la masse décide que vous allez perdre,
parce qu'elle en a besoin, elle l'a décrété, que c'est bon pour le casino, pour qu'il rentre dans ses frais, vous sentez bien que vous êtes attaqué. Et après, vous pouvez pas le prouver. Voilà. Moi, je peux pas le prouver. Voilà. C'est comme ce que dit Eric, comme je vous disais, il dit tout ce que dit Eric, on peut ne le prendre qu'avec des pincettes, parce que ce ne sont que des dires, en fait. Le détecteur de masse, je ne l'ai pas vu physiquement à l'ouvrage. Ce que j'ai vu, par contre, c'est que souvent la bille, on aurait dit qu'un aimant l'empêchait d'aller dans certains endroits, en la faisant stopper sur un endroit et en attendant que la roulette tourne pour que justement elle puisse tomber au bon endroit. Là, ça, je l'ai vu plus à Enghien qu'en province. En province, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu la boule s'immobiliser avec une attente que ça tourne au bon endroit. Mais j'ai vu ça à Enghien. Mais par contre, quand je le voyais, il y avait beaucoup de joueurs, comme par hasard. À chaque fois, par exemple, vous prenez le samedi soir, hein, c'est simple, vous allez le samedi soir à Enghien, et là toutes les machines sont pleines et avec des gens qui ont du fric. Et là, c'est le moment où on voit justement que la roulette est assez folle, qu'elle respecte plus trop le hasard comme on est en droit de l'attendre, et que on voit aussi cette espèce de la boule est figée géographiquement à un endroit du cylindre et le cylindre continue de tourner. Elle est au-dessus, dans la partie fixe, et ça tourne. Ou bien même pire que ça, elle tourne alors qu'elle est déjà sur le cylindre. Alors ça, c'est plus rigolo. C'est-à-dire que les gens, là, ça leur fout les boules. Parce que, imaginez que, bon, je donne un exemple, vous avez joué le 25. Vous avez toqué à fond le 25. Et là, tout d'un coup, elle s'arrête dedans, vous dites, bon, c'est bon, elle est dedans. Mais en fait, avec ce système-là, elle ressort. Elle ressort et elle continue son chemin. Et là, je vais vous dire un truc. Là, arrêtez. Là, vous sentez mal, hein. Parce que là, moi, c'est pour ça que voilà, moi, j'ai vu ces choses-là arriver, quoi. C'est-à-dire que donc, c'est sûr et certain que la machine est truquée. Mais c'est ce qui en fait sa faille. C'est-à-dire que le mec t'a compris, à chaque fois, il vient scalper. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans la vidéo professionnelle de roulette que j'avais fait, j'expliquais bien que finalement, Eric, au début, je ne savais pas trop dans quelle catégorie le fourrer. En fait, c'est un scalper. Parce que lui, il scalpe comme un petit peu le gars qui va à la bourse scalper des actions. C'est-à-dire que ce qu'il fait, le mec à la bourse, il vient, il achète une action, dans la minute, il la revend et il s'est fait 10 balles. Et il fait ça toute la journée, puis à la fin de la journée, ça fait 300, 400 balles. Parce que c'est l'addition de ces mini-scalps qui donne le total. Et ben lui, c'est ce qu'il faisait. Parce qu'en fait, à chaque fois, il ponctionnait peu. Donc, il restait en dessous du radar. Et ensuite, il allait retirer son truc. Et puis, à la fin de la journée, il faisait les comptes. Et moi, il avait une enveloppe. À la fin de la journée, je voyais le contenu de l'enveloppe. Il me la montrait discrètement comme ça. Parce qu'en fait, il la mettait en dessous des numéros. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il avait une espèce de pochette en plastique où il avait affiché en grand pour qu'il soit bien visible tous les voisinages de numéros, des 37 numéros. Évidemment que, en dessous, il cachait le résultat de son travail. Et de temps en temps, il me montrait. Et voilà, il m'a dit, voilà. Après, je vous le dis, hein, ça à prendre avec toutes les pincettes que nécessite tout ce qui est de l'ordre du verbal. Parce que j'ai pas pu le vérifier tous les soirs. De temps en temps, je voyais son argent. Mais lui, il me disait que une belle journée, c'était 10 000 euros, je crois, il m'a dit. Je crois que c'était ça. Il m'a dit qu'il avait déjà fait 10 000 euros en un jour. Mais alors, là, franchement, j'ai du mal à le croire. Et qu'il me disait, dans une mauvaise journée, il pourrait... Ah, je sais plus ce qu'il m'a dit. Honnêtement, là, ça va loin dans ma mémoire. Je sais qu'une petite journée, ça, je m'en rappelle. Une petite journée, pour lui, ça devait être dans les 500, peut-être 300, 500 balles. Ça, c'est sûr. Donc après, dans les bonnes journées, je pense qu'il pouvait... Non, je crois que plus les bons jours, c'était genre 2000 balles. Voilà. Pas 10 000, 2000. Voilà. Mais imaginez un gars qui fait 2000 euros par jour. C'est un bon taf. Donc lui, il a réussi à trouver ça. Mais bon, après, évidemment, moi, je vous explique, c'est qu'après, j'ai essayé de comprendre, je me suis cassé les dents, j'ai même fait un logiciel, etc. En fait, il a encore un savoir supplémentaire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose encore en plus qui fait que il y a l'expérience derrière. C'est-à-dire que, effectivement, l'observation des résultats lui permet de poser son jeu de manière précise. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ensuite, il y a l'expérience. Voilà. C'est-à-dire, voilà, je pose mon ballon, je sais qu'il faut tirer dans la cage. Le principe est simple.
Ça ne fait pas de vous Mbappé. Donc voilà, moi je connais le principe, mais pour moi, ça a autant de signification que tirer dans une cage et que je ne suis pas Mbappé. C'est exactement la même chose. C'est que pour moi, voilà, Eric, je regardais Mbappé jouer, il m'a expliqué certains trucs, mais c'est des bases qu'il m'a expliqué. C'est simplement des bases. C'est pour ça que je peux me permettre, moi j'aimerais bien que vous en serviez de ce que je vous dites. Mais après, de là à vous servir de ce que je vous ai dit, c'est comme si je vous disais, mettez un ballon au point de pénalty et tirez. Et vous verrez combien vous en mettrez au bout de la journée. Mais vous ne serez pas Mbappé au bout de la journée, quoi, je veux dire. Donc, moi, je ne fais que relater la possibilité qu'effectivement, il existe une grosse faille dans les casinos, dans les RAE électroniques, et qui ferait que, pour moi, selon moi, c'est une des rares failles qu'il y aurait dans un casino. Parce que les casinos, ils n'ont pas l'habitude de faire des failles. Vous voyez les machines à sous, vous voyez tout ce qui est... ils n'aiment pas les gens qui comptent les cartes. Quand il s'agit de jeux de cartes, ils n'aiment pas ça. Et ils font tout pour les éviter. Donc voilà, ils n'aiment pas se faire entuber. Voilà, donc le fait qu'il y ait une faille, je pense que c'est la seule. Et que elle est difficilement exploitable en plus. Hein. Parce que d'accord, ok, vous savez qu'il faut jouer en dessous de la masse. Mais vous retombez aussi dans un simple joueur de roulette normal. Un simple joueur de roulette normal, ok, tu lui dis reste en dessous de la masse, d'accord, mais ça fait pas de lui un gagnant. Et ça fait juste qu'il se fera pas attaquer par le détecteur de masse. Ok, c'est bien, bah, c'est cool de pas se faire détecteur, mais tu peux perdre quand même. Tu peux perdre selon les règles normales après. Parce que justement, les règles normales de la roulette font que on ne peut pas gagner justement tout le temps. Voilà. Sauf quand tu es fort. Parce que je pense que ça donne un avantage quand même de ne pas être détecté par la masse. Parce que comme ça favorise les autres endroits de là où il y a les joueurs en masse. Donc, quelque part, ça te favorisera si tu es dedans. Je pense que, voilà, là, il y a un mystère à résoudre là-dessus. Hein. C'est trop complexe, ça fait appel à trop de mathématiques, à trop de formules, pour qu'on puisse, avec certitude, là, tout de suite, maintenant, dans ce podcast, vous dire, voilà, ça favorise le joueur. En tout cas, pour moi, ça représente une donnée importante. Le fait qu'il y ait un détecteur de masse autour de la roulette, c'est une donnée incroyable à prendre en considération, dont on ne connaît pas exactement la portance, à quel moment elle va vraiment vous faire gagner ou pas, mais en tout cas, il faut le prendre en question. Mais ça ne suffit pas. Eric, lui, il a dû observer de manière très rapide. Il est capable d'observer de manière très rapide la météo du jeu, la thermodynamique du cylindre, quels sont les endroits chauds et qu'est-ce qui risque de tomber bientôt, parce que voilà, lui, en cas de coup, il fallait qu'il ait fait son truc. Pourquoi ? Parce que de toute façon, si vous restez longtemps à une table avec beaucoup d'argent, vous perdez. Donc il faut que atteindre l'objectif, c'est pas quelque chose qui doit mettre des heures. Et moi, ça me choque pas de me dire, voilà, en 4-5 coups, bim, tu fais ton truc. Parce que quelqu'un qui va rester avec une masse de 2000 balles dans sa machine, qui va rester 20 coups, j'y crois pas par contre. Non, tu mets 2000 balles dans ta machine, ou je sais pas combien. Enfin, c'est 2000 balles par coup. Attention, quand je vous dis le maximum en gain, c'est 2000. C'est 2000 à chaque tour de roue, mais dans la machine, tu peux mettre jusqu'à 10 000 en fait. Donc ça veut dire que tu peux perdre 10 000 balles en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu des gens mettre 10 000 euros dans la machine. Alors évidemment, ils peuvent pas mettre 10 000 sur le plateau. Ils peuvent mettre que 2 000 à chaque fois. Mais si tu perds 5 fois 2 000, ça veut dire qu'en 5 coups, tu peux avoir perdu 10 000 euros dans ce genre de machine. Donc attention, c'est pas un truc de rigolo, il faut avoir les couilles bien accrochées. Moi, ça m'est arrivé de perdre 2000 balles justement parce que j'ai voulu faire le Eric, j'ai voulu faire le malin, je fais tiens, je vais mettre 2000 balles dedans. Voilà, il y a une série incroyable et bam, en 3 coups, j'avais perdu mes 2000 balles. Donc attention, prenez votre parachute, vos genouillères, votre casque et faites attention, ne partez pas là-dedans à l'aventure. Hein. Faites très très attention avec l'argent. L'argent, ça, c'est quelque chose qui fait que justement ça rend Eric assez passionnant. Parce que pour lui, c'était pas de l'argent. Lui, c'était des biens de Monopoly. Quand vous voyez quelqu'un rentrer des billets de Monopoly et en ressortir d'autres d'une machine, alors que tous les autres, eux, c'est bien du vrai argent et qui perdent ou qui gagnent, lui, non, on n'aurait pas l'impression. Lui, on aurait l'impression qu'il mettait des billets de Monopoly, etc. Donc pour lui, c'était une Super Nintendo, le truc.
Là, d'accord, si tu atteins ce niveau technique, ouais, tu peux dire, ok, je fais ce que je veux et je fais comme je veux. Mais pour atteindre ce niveau technique, moi, j'aurais bien aimé, mais déjà, j'ai quitté Anguin. Ensuite, je suis revenu en province, j'ai eu des tas de problèmes, des tas de machins qui font que je me suis un peu éloigné en ce moment et je suis en train de monter un business sur Internet qui n'a rien à voir avec la roulette. En ce moment, des fois, je fais des piges informatiques parce que il faut bien arrondir les fins de mois. Donc, je suis à droite, je suis à gauche. Je n'ai pas pu approfondir les connaissances qui ont été fournies par Eric. En tout cas, ces connaissances, en plus, je les ai améliorées avec l'observation d'autres joueurs qui étaient relativement phénoménaux. Je dirais que Eric s'y représente 100% de phénoménage, d'aspect phénoménal. En province, j'ai rencontré des mecs qui allaient à 75%, quoi, qui n'étaient pas loin de lui en termes de what the fuck. Mais voilà, lui, c'est vraiment, voilà, dans ma vie, personnellement, voilà, c'est le mec qui s'installe. À la fin de la journée, tu reviens, il a fait 1000 balles. Et il te fait ça tous les jours. Donc là, tu t'imposes, voilà, respect. Et donc, effectivement, il m'a pas donné le cœur de son savoir, il m'a juste expliqué les contours. Et il m'a dit, écoute, il m'a dit une bonne chose, il m'a dit, si tu sais tirer parti de la puissance des numéros, t'as tout compris. Parce que lui, c'est ce qu'il faisait. Il tirait parti. C'est-à-dire qu'en fait, dans son jeu, il y avait toujours des numéros qui rapportaient un peu plus que les autres. Et dès que c'était un de ces numéros-là qui touchait, ça faisait ce fameux bénéfice de 200 balles. C'est-à-dire que voilà, tu vois, si tu as fait un bénéfice de 200 balles, tu sais combien tu as mis, tu sais combien il faudrait que tu sortes. Et c'est comme ça qu'il faisait. Il sait combien il mettait dans la machine, il sait à combien il fallait qu'il sorte. Et voilà comment il calculait son bénéfice. C'était pas difficile en soi. Mais le truc, pour y arriver, c'est là que la difficulté, elle est là. C'est que il faut que tu aies placé les bons numéros. Voilà, en fait, toute sa science, c'est de dire tel numéro a plus de chances de sortir. Et il en avait un ensemble, il n'en avait pas qu'un. Et donc, dès que ça tombait là-dessus, forcément, il arrivait à cet objectif. Et il ne savait pas à l'avance lequel de ces numéros. Ce qui montrait qu'il n'était pas non plus Dieu. En fait, il était capable, justement, simplement de dire j'ai une probabilité de tel ou tel endroit qui va tomber. Et si ça tombe sur l'un de ces endroits, j'atteins mon petit objectif de profit, qui était 100, 200 balles. Voilà, c'est voilà, un petit profit. Une fois que tu l'as... Alors, c'est ça qui est là, et c'est ça qui est difficile aussi, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils ne sauraient pas... Il y a beaucoup de gens qui seraient incapables de s'arrêter. Et moi, c'est ce qui m'arrive souvent. C'est que des fois, j'ai décrété que telle somme serait ma somme de sortie, ma somme de bénéfice, et je n'arrive pas à le respecter. Donc, vous voyez que non seulement il faut être un technicien capable de miracles, en mettant les bons endroits à jouer, mais qu'en plus, il faut avoir la capacité nerveuse, intellectuelle, de dire, j'ai atteint mon objectif, je m'en vais. Et ça, je crois que c'est ce qui rendait encore plus Eric incroyable. C'est cette capacité de calme, de détachement, de désinvolture. Et il était connu du casino. Il m'expliquait que le casino, ça va être très bien, voilà, et que il serait pas étonné que le casino lui propose de l'embaucher pour que lui, après, il vienne, par exemple, en salle des machines pour observer les joueurs, les tricheurs ou je sais pas quoi, ou être embauché par le casino. Il m'a dit, je serais pas étonné qu'il me demande de m'embaucher, mais il m'a même dit qu'il déclarait son argent aux impôts pour être clean. Donc tout est, en fait, son activité est connue de tous. Le casino tolérait Eric parce que Eric, il y en a pas 36 000. De toute façon, il y a des caméras partout. Si tous les jours, tu viens faire du profit, tu deviens rapidement connu. Et c'est assez satisfaisant de voir qu'on le laissait faire depuis un certain temps. Donc moi, ça me satisfaisait dans le sens où le casino n'employait pas des techniques incroyables pour le faire sortir. Là où ça deviendrait peut-être un peu plus compliqué, c'est s'il trichait, qu'il sortait son téléphone ou qu'il faisait le bordel, que si que ça, mais il était relativement discret, etc. Et que, voilà, à un moment donné, voilà, c'est qu'il y avait s'il y a un ou deux joueurs bons comme ça dans un casino comme Anguin qui font des bénéfices colossaux, ça se compte en millions chaque année, je ne pourrais même pas vous dire les chiffres, mais Anguin-les-Gabins, c'est le casino le plus capitalisé de France, hein, qui fait le plus gros chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est un mec comme ça ou deux, voilà, je pense qu'il n'était pas le seul à être bon. Hein. Mais lui, franchement, je pense que s'il y en avait eu plus des comme lui, il y aurait eu une obligation du casino de faire quelque chose. Mais bon, lui, voilà, il faisait son petit truc et tout, puis ça représentait une paille de... Ça représente rien, peanuts, ça représente peanuts pour le casino, ce qu'il faisait. Mais toi, à échelle humaine, c'est énorme. C'est énorme de pouvoir faire venir de l'argent. Et il me dit, regarde, moi je me sens bien. Il me dit, regarde, je viens ici, je m'installe, je me sens bien.
je suis tranquille, je gagne de l'argent. C'est pas un truc stressant. Quand je vois les gens me disent, il faut pas se stresser, quoi, parce que ça mène à rien. Et il a raison. C'est normalement, voilà. Mais moi, j'ai jamais voulu trop orienter ma chaîne pour faire croire à les gens que c'était facile, parce que je connais aussi la difficulté. Et voilà, je veux pas encourager les gens à croire, et je veux plus les encourager à croire que. Mais moi, de toute façon, je pense une chose simple, c'est qu'avant d'être Eric, faut déjà apprendre à se maîtriser. C'est la première étape. Déjà, avant de vouloir machin, c'est d'être capable de dire, ok, je joue avec tant, je sors avec tant, et je fais pas le con, et je fais pas plus, et je mets pas en péril ma famille, mon couple, ou je sais pas quoi, ou mon travail. Je reste vraiment, comment dire, dans un encadrement, et à partir du moment où déjà je serai capable de jouer dans cet encadrement, après je peux peut-être viser d'apprendre par cœur le cylindre, ou d'élaborer des techniques complexes, tout ça, parce que toute technique aussi soit bonne qui existe dépend d'une seule chose, c'est son respect. Si tu dois sortir à tel moment, à telle fréquence, tu peux pas en déroger, ça bousille tout. Et lui, ça aurait tout bousillé s'il n'avait pas respecté son propre système. Parce que moi, j'ai déjà remarqué que je respectais pas des fois mon propre système que je m'étais imposé. Donc vous voyez que c'est pas facile. Pourtant, je suis pas un con, je suis pas un idiot. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça a à voir avec l'émotivité, l'addiction, la psychologie, tout ce que je vous ai déjà raconté sur la chaîne, quoi. C'est que si tout n'était que question de méthode, les casinos auraient quand même du souci à se faire, parce que même quand on joue à la roulette traditionnelle, c'est pas difficile de faire un petit bénéfice. À la roulette traditionnelle, faire 50 balles, 100 balles, c'est pas difficile en fait. Ce qui est difficile, je vais vous dire, c'est quoi? C'est de s'arrêter. Et les gens s'arrêtent pas. Ils ont un petit bénéfice, mais ils veulent le remettre en jeu. Et c'est comme ça que ça se passe. En vérité, ça, je l'ai observé. Moi, souvent, j'allais à la roulette tradi pour m'amuser, pour rigoler, mais je voyais, j'arrivais pas à en repartir. Et à partir de ce moment-là, vous êtes baisé. Donc, voilà. Voilà, de temps en temps, je ferai des petites vidéos comme ça pour parler d'une stratégie en particulier. Là, on s'est attardé sur cette stratégie-là qui était basée sur la thermodynamique des secteurs. Une autre fois, ce sera le danseur et la technique du danseur que j'expliquerai. Enfin, il y en a plein d'autres, hein, il n'y a pas que celle-là, mais celle-là, vraiment, elle était très efficace. Donc voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je vous remercie du soutien que vous m'apportez en vous abonnant, etc. Ça me touche, hein, ça me fait plaisir de voir que je suis suivi de plus en plus, hein, j'ai de plus en plus d'abonnés, et que la newsletter, l'infolettre, qui vous distille un petit peu des petites astuces comme ça, des petits billets d'humeur, marche aussi. Donc continuez de vous abonner à la newsletter qui est en description de la vidéo, etc. Et puis cool, hein, jouez cool, tranquille, et puis essayez de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. La RAE, vous voyez, c'est un système. Et ça mérite réflexion de toute façon. Faut pas se jeter là-dedans comme des hurluberlus. Voilà. Ne soyez pas foufou. Prenez le temps de la réflexion, et tout se passera pour le mieux. Merci et à bientôt.